Bonjour à tous, mon nom c'est Geneviève, je suis enseignante au primaire depuis 2001 et aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on met dans notre assiette. Donc, il y a quelques années, ma mère a eu un cancer et moi je me suis mis à faire beaucoup de migraines, à avoir des douleurs articulaires et là j'ai commencé vraiment à m'intéresser à qu'est-ce qui pouvait changer ça, comment je pouvais me sentir mieux et j'ai découvert que je mangeais pas exactement ce qu'il fallait pour que mon corps se porte bien. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai fait des lectures, j'ai écouté des documentaires, j'ai écouté des entrevues avec des spécialistes, j'ai fait des recherches en ligne et je suis entrée dans un monde que je pensais connaître, mais que finalement, je connaissais pas du tout. Donc, là, je me suis mis à analyser tout ce que je mangeais, à changer mon alimentation et aussi, je me suis mis à analyser tout ce que les autres mangeaient. En tant qu'enseignante au primaire, je regardais ce que mes petits élèves mettaient dans leur petit corps et je me disais, oh my God, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je partage ça parce que c'est pas optimal pour leur santé. Et là, ici, je veux pas mettre personne mal à l'aise, je veux pas mettre la faute sur personne non plus, sur les parents non plus, parce qu'on fait avec ce qu'on a, on fait avec notre budget, avec ce qui se vend à l'épicerie. Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire une petite vidéo pour partager les choses que j'ai découvertes dans mes recherches. En faisant mes recherches, j'ai découvert une personne vraiment intéressante et surtout qualifiée qui a gentiment accepté de faire cette petite vidéo-là avec moi aujourd'hui. Et il s'agit de Geneviève La Bonté Chartrand. Salut Geneviève. Allô Geneviève. Merci. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Et moi aussi, merci beaucoup. Bon. Alors, avant de commencer, j'aimerais ça si tu pouvais te présenter un peu, tu sais, parler de toi, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire, à te former dans la nutrition? Oui, avec plaisir. En fait, moi, je suis une psychologue clinicienne de formation. Excuse. Pas de problème. Je vais le fermer tout de suite. Excuse-moi. Donc, je suis une psychologue clinicienne de formation. J'ai pratiqué pendant presque 17 ans. Et dans le fond, j'ai fait au cours de mon parcours vraiment mes études, comme tout psychologue, baccalauréat, maîtrise clinique et doctorat. Et pendant mes années d'études, j'ai vraiment développé un intérêt profond pour l'alimentation. Je vais dire alimentation parce que nutrition au Québec, là, c'est un terme réservé. Oui, réservé pour les nutritionnistes, d'accord, alimentation. Ouais. La raison pour laquelle j'ai développé vraiment un intérêt en alimentation, c'est sûr, les psychologues, on est formés pour travailler tout ce qui touche l'hygiène de vie, en psychothérapie. Donc, on apprend à parler du sommeil avec nos clients, on apprend tout l'aspect d'activation physiologique, le système nerveux central, l'aspect de la consommation, les relations interpersonnelles saines. On touche à beaucoup de sphères très, très complémentaires pour avoir une bonne santé mentale, évidemment. On ne parle jamais d'alimentation. On n'est pas formé dans toutes nos études, bac, maîtrise, doctorat, 0. Donc, 9 ans d'études universitaires avec 0 allusion, sauf quelque chose comme il faut bien manger pour être en santé. Tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est bien manger? Tu sais? Ça veut dire qu'est-ce que le cerveau a besoin pour fonctionner optimalement, parce que ce n'est pas déconnecté du corps, selon un cerveau. Qu'est-ce qui arrive quand les nutriments ne se rendent pas correctement à notre cerveau? Comment les troubles de santé mentale sévères et persistants sont affectés par les carences nutritionnelles importantes ou des conditions physiologiques importantes? Tu sais, il manque des petits bouts là. On apprend des choses, évidemment, dans nos études, mais il manque des petits bouts vraiment au niveau des impacts directs des aliments, des mécanismes alimentaires sur notre santé mentale. Et une des raisons pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à ça, parce que les psychologues ont fait de la formation continue toute notre carrière. Donc, même si on n'a pas appris des choses à l'école, on est obligé de continuer à se former toute notre carrière. Donc, évidemment, j'ai pris toutes mes formations continues dans le domaine alimentaire, dans le domaine du microbiote intestinal, mais c'est surtout mon fils qui a eu des enjeux de santé très importants dès la naissance. Et donc, il va avoir 18 ans maintenant, fait qu'on recule. J'ai pratiqué pendant 17 ans, mon fils va avoir 18 ans. Donc, déjà, jeune psychologue à sa naissance, il avait des problèmes de santé mentale, de problèmes moteurs, neurodéveloppementaux, ce que tu connais, toi, hein? Tu vois ça à l'école maintenant? Oui, puis de plus en plus, d'ailleurs. Oui. Fait que dans le fond, recul, là, comme
recul d'il y a, mettons, 16 ans, quand on parlait des troubles neurodéveloppementaux, c'était pas très connu, la dyslexie, la dysorthographie, l'autisme ou les troubles du spectre de l'autisme. Ouais. On connaît aujourd'hui, 15 ans, 20 ans plus tard, que les enfants ont des plans d'intervention, les neuropsychologues sont très formés maintenant, les orthophonistes, tout ça, les orthopédagogues. On en était au début de ces diagnostics-là. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je sors de l'école avec une maîtrise en poche. En 2008, là, je pratique officiellement, mais j'avais fait quand même 2 ans de stage, 2006-2007, dans un milieu hospitalier. 2008, maîtrise en poche, j'accouche. Mon enfant a des grosses difficultés de développement moteur, développement pratique, déjà dans les premières années de sa vie. Je commence à faire de la recherche. Je travaille dans un lab de recherche à ce moment-là à l'Université du Québec en Outaouais, au laboratoire de cyberpsychologie. Fait que j'étais déjà un peu avant-gardiste puisque je développais avec le chercheur des environnements virtuels pour traiter les troubles mentaux. Recul d'il y a 17, 18, 20 ans. Wow, virtuel en plus. Ouais, on se faisait dire, ça ne marchera jamais, on ne traitera jamais les troubles mentaux en virtuel. On était très avant-gardiste. Mm-hmm. Ça donne un petit peu aussi ma fibre, hein? Je suis comme 20 ans avant. Non, mais tu sais. Et encore aujourd'hui. C'est ça. C'était de même dans les environnements virtuels, c'était un peu ça. Fait que tout ça pour dire que finalement, en étant un peu dans le monde clinique et de recherche, il y a tout le monde du microbiote intestinal qui s'est ouvert à moi. Mm-hmm. C'est un professionnel de la santé qui m'a ouvert il a dit, tu sais, Geneviève, ton fils a des gros problèmes digestifs, comme tu peux voir depuis la naissance. Et ces problèmes digestifs-là font qu'il va développer des enjeux de santé mentale, fort probablement, et c'est sûrement lié à ses enjeux physiques aussi. Fais de la recherche là-dessus, ouvre tes œillères professionnelles. Ouais. Puis moi, j'étais comme, j'ai jamais entendu parler de ça, de quoi qu'il parle. Oui, c'est ça. Quand on est ancré dans nos connaissances, c'est difficile de... C'est ça. Fait que finalement, pour le bien-être de mon enfant, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça. Puis je suis tombée sur des ouvrages. J'ai rencontré une naturopathe avec qui j'ai collaboré plusieurs années, qui a loué finalement des locaux dans ma clinique. Plus tard, on a travaillé ensemble. J'ai grandement appris. Je me suis formée. Tu sais, les naturopathes parlent du microbiote depuis toujours. Hein, fait qu'on a à apprendre d'eux autres. Là, puis on rit un peu en tout cas, dans ma profession, c'était comme un peu mais ils sont quand même très avancés sur le sujet. Fait que c'est ça. Fait que donc, je pense que je dirais que je suis la seule psychologue du Québec qui a, pendant ces années de pratique, développé vraiment une expertise dans un champ très niché qui est le lien entre le développement des troubles de santé mentale, la vitalité, l'énergie, la fatigue, des troubles plus chroniques et sévères, la psychose, la bipolarité, fibromyalgie qui fait partie des troubles mentaux, même si c'est très physique. Ah ouais, OK. Les gens ne le savent pas, ça fait réagir des gens, mais c'est classé dans les troubles psychiatriques parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ces personnes. On est en psychiatrie, c'est juste pour ça. OK. Et donc, dans mes années de psychiatrie aussi, j'ai vraiment comme essayé de comprendre cliniquement, développer qu'est-ce qui arrive au niveau de l'intestin, au niveau de la flore intestinale, puis au niveau de l'inflammation chez ces personnes-là qui affecte le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement global, l'énergie. C'est ça que j'ai fait dans les 15 dernières années. OK. Ben, c'est pas rien, hein? C'est beaucoup de choses. Puis moi, pour l'instant, ça fait quelques livres que je lis, quelques documentaires que j'écoute. Et puis, c'est vraiment beaucoup, là. Donc, 15 ans, c'est pas surprenant que ça a pris autant de temps que ça parce que puis je suis certaine que tu en découvres encore, là. Oui, totalement. Je suis toujours en formation continue. Comme là, l'Université Laval vient de lancer une formation finalement en 2025 sur le microbiote. OK, c'est cool. Tout ce qui sort, j'essaie de le prendre, même si, bon, ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Je prends tout ce qui arrive parce que je vais être totalement au top de toutes les connaissances puis à jour. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui me font des commentaires comme les psychologues ne sont pas formés là-dedans. Moi, j'ai le goût de répondre, ben les psychologues, on va à l'école pendant 10 ans de temps, on pratique, puis cliniquement, on se tient à jour, puis on fait de la formation continue. Fait que les gens qui me disent ça, c'est qu'ils ne comprennent pas là, qu'on est responsable et obligé de se former. Donc, tu choisis le terme dans lequel tu veux te former. C'est ça, c'est un choix personnel après, là. C'est ça, si tu veux te former en thérapie de couple, puis développer des outils spécifiques pour aider les couples dans le trauma complexe, tu peux. Mais si tu veux te former je sais pas moi, en devenir un expert en TDAH enfant, puis en intervention sur le EMDR, tu peux. Je veux dire, chaque psy est responsable de devenir plus pointu dans un domaine. Des fois, c'est ça, vous n'êtes pas formé, mais ça n'a comme pas rapport, là, parce qu'on se forme après en formation continue. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai dédié à peu près toutes mes formations continues, toujours en lien avec
tout ce qui touche l'alimentation. Puis en 2017, l'Ordre des psychologues a sorti finalement une formation qui s'appelait « De l'assiette au cerveau ». C'est un psychologue qui donnait ça avec une nutritionniste et on expliquait entre autres comment justement le microbiote est lié, comment il interagit, intervient dans l'expression de certains troubles neuropsychiatriques. Puis je me disais finalement, ça fait déjà 10 ans que je pratique, puis l'Ordre en parle, que j'avais beaucoup d'espoir, puis j'étais bien heureuse, etc. Moi, je suis formée aux États-Unis, en Europe, un peu partout, là. Donc, voilà. Mais c'est pas totalement ça qui est arrivé, hein. Donc, ça prend du temps, hein? C'est long, c'est long. C'est vraiment un pas, un petit pas. Puis quand on commence à parler de quelque chose, on est souvent vu comme un extraterrestre. Puis finalement, plusieurs années après, oups, les gens commencent à s'ouvrir. Puis encore quelques années après, oh mon Dieu, c'est donc bien hot. Mais toi, ça fait comme 20 ans que tu en parles, tu sais. Ça fait comme 20 ans que j'en parle. Bien, j'ai pratiqué vraiment presque 17 ans, plus mes années de formation, mais je dirais ça fait une bonne quinzaine d'années que je martèle ça, là. Ouais, c'est ça. J'en parle, je collabore avec des professionnels qui travaillent comme moi. C'était surtout des naturopathes au départ, parce que, tu sais, c'est eux, là, qui avaient les connaissances, puis mais avec les années, les nutritionnistes en parlent un peu plus. Il y a des médecins qui en parlent. Tu sais, je vois que ça grandit. Il y a un département de neuropsychiatrie alimentaire à Harvard maintenant. Mm-hmm. Il y a des livres qui sont publiés. Fait que j'ai fait des liens. Je travaille en collaboration avec des médecins fonctionnels. Je pense à Evelyne Borduarois, entre autres, qui travaille. Tu sais, mais on est tous un peu des professionnels un peu pionniers. Fait qu'on se fait battre aussi. C'est clair. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est plus difficile au début, en attendant que les gens en entendent parler, ils se fassent à l'idée que, puis après ça, l'ouverture se fait, là. Exact. Mais je pense que ça commence, parce qu'on en entend parler de plus en plus, donc je pense que ça commence à être, tu sais, si je regarde juste dans ma propre famille, tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire le protocole GAP, tout le monde disait « Là, tu manges rien, c'est fou, qu'est-ce que tu fais? » Bien là, plus ça va, plus « Ah, là, peux-tu manger ça? Ah ouais, explique-moi donc pourquoi, tu sais. Puis là, ils sont plus curieux. Ouais. Donc, l'ouverture arrive tranquillement, pas vite. Puis c'est ça, c'est de personne à personne, à un moment donné, ça va devenir plus ouvert. C'est ça. Puis évidemment, mettons, le protocole GAPS, moi, je me suis formée officiellement quand les certifications professionnelles sont arrivées en 2023. OK. En 2023, là, ils ont commencé à ouvrir des certifications pour les professionnels de la santé. Fait que j'ai fait ma certification. Mais ce protocole-là, je le connais depuis 2010. Je le connais. J'ai travaillé avec d'autres professionnels qui le connaissaient, le protocole, tout ça. Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est parce que ça fonctionne. Ça fonctionne d'aller travailler la racine qui est la forêt intérieure. Et puis, mais ça fait basculer nos croyances dans le sens qu'on a appris des choses au niveau. C'est des croyances qu'on remet peu en question au niveau alimentaire. On s'est fait dire, mange des fruits, mange des légumes, c'est bon pour toi. Prends du produit laitier, c'est du calcium, puis prends pas de la viande inflammatoire, puis fais pas ci. Puis là, ces protocoles-là amènent à remettre en question comme des fondements qui sont solides dans notre société et ça brasse un petit peu par en dedans beaucoup de personnes. Hein, de penser que les institutions qui mettent de l'avant les recommandations alimentaires ne sont pas totalement toujours axées sur le bien-être et la santé. Mais que ces décisions-là viennent de grandes institutions qui ont beaucoup de sous et qui vont décider un petit peu qu'est-ce qu'on mange. Voilà. Mais ça, c'est un tout autre sujet. On pourra peut-être faire une autre vidéo sur ce sujet-là à un moment donné. La réalité, hein? Fait que ça bouscule les gens, les perceptions, de comprendre comment ça marche, notre système. Là. Fait que Donc, c'est ça. Et là, dans ta présentation, tu as parlé de microbiote. Donc, l'alimentation dont on parle, l'assimilation des nutriments, tout ça, ça se passe dans l'intestin et l'intestin, c'est un des microbiotes du corps. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? C'est quoi son rôle? Puis qu'est-ce qui arrive s'il ne marche pas bien? Ben oui. Ben dans le fond, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans l'intestin. On a des microbiotes dans tous les organes du corps, entre autres dans le poumon, les sinus, la bouche, le vagin, l'anus, partout. Là, il y a des microbiotes sur la peau. Et c'est un ensemble de bactéries, virus, champignons, micro-organismes qui vivent en harmonie. Hein, on appelle ça en symbiose. On peut comparer ça un peu à une forêt. Quand on se ramène dans une forêt, il y a toutes sortes de variétés qui existent.
des belles plantes, mais aussi des plantes qu'on va considérer comme étant toxiques. On va avoir des champignons qu'on peut consommer, mais des champignons aussi qui sont non consommables. C'est quand même concept, là. Mais malgré ça, toutes ces espèces vivent en harmonie. Ils ont tous une fonction, qu'on se dise qu'ils soient vénéneux ou comestibles, ils vivent quand même dans la même forêt. Hein? Ah ouais. On peut comparer ça à ça au niveau de l'intestin, entre autres. Et dans la forêt, bien, le feuillage, c'est un peu comme les lilies de nos cellules du mur de l'intestin. Ça accueille les nutriments, puis il y a des enzymes digestives qui se trouvent là. Et le tronc d'arbre pourrait représenter notre cellule, qu'on appelle l'entérocyte, qui est une cellule qui va, elle, comme ouvrière, absorber les nutriments puis nourrir le terreau, qui serait comme le sol. Fait que l'image est oui, non, c'est visuel, c'est bien. C'est visuel. Donc, dans le fond, pour que le terreau, c'est comme notre racine, notre ancrage de notre forêt, et c'est la flore intestinale qui réside là. Et cette flore-là, il y a une flore qui est bénéfique, donc c'est une flore qui va nous permettre de créer sur mesure, c'est notre système immunitaire, en fait. Hein? Donc, ce qu'on a besoin, les substances antivirales, antifongiques, antihistaminiques, les neurotransmetteurs dans le terreau. Mais pour ça, il faut que le terreau soit en équilibre, en harmonie. Et pour que ça se produise, il faut que les cellules, les troncs d'arbres, puissent bien absorber ce qu'on consomme. Particulièrement les vitamines A, D, E et K des aliments. C'est tout un processus digestif assez complexe. Pour ça que ça s'opère, il faut qu'on ait un flux de bile la bile soit constant. Donc, c'est tout comme pour monter à ce qu'on mange, c'est très important. Est-ce que le foie produit de la bile suffisamment? Est-ce que notre flux de bile est constant? Est-ce que notre flux de bile permet d'équilibrer tout l'estomac puis d'avoir assez d'acidité pour tuer des pathogènes? Est-ce qu'ensuite, nos cellules sont assez en forme pour absorber? Hein, parce qu'on sait, quand nos cellules ne sont pas en forme, les gens vont souffrir d'anémie, vont avoir de la misère à absorber, ils vont dire « je suis anémique ». Puis là, conséquemment de ça, il y a souvent des enjeux au niveau de la santé mentale et de l'énergie. Hein? On est déprimé, on est anxieux, etc. Donc, il y a un lien direct avec le système digestif. OK. Donc, justement, s'il n'y a pas de symbiose dans notre microbiote, on a ce qu'on appelle une dysbiose, si j'ai bien fait mes devoirs. C'est ça, la dysbiose, exactement. Qu'est-ce que ça apporte, ça? C'est quoi les symptômes ou les conséquences d'une dysbiose dans le corps? La dysbiose, on peut considérer que c'est lorsqu'il y a une communauté de bactéries ou de la flore opportuniste, donc des micro-organismes moins souhaitables qui vivent là, mais qui prolifèrent de manière... c'est comme si ils ne sont pas contrôlés par le système immunitaire correctement. Et ça va apporter un niveau de toxicité plus élevé dans l'intestin. Et ce niveau de toxicité-là peut avoir plusieurs effets, dont, entre autres, parce qu'il ne faut pas oublier, les micro-organismes, c'est des êtres vivants, hein? Donc, ils produisent des déchets métaboliques. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bien, quand vous vous levez le matin avec une haleine du matin, là, c'est vos bactéries de la bouche qui ont produit ça, là. C'est une activité métabolique. Et des mauvaises bactéries peuvent causer la mauvaise haleine, mais c'est la même chose dans l'intestin. Il y a des mauvaises bactéries ils créent de la toxicité. Fait que ça peut causer des symptômes digestifs de type ballonnement, gaz, toutes sortes de problèmes digestifs. Ça peut aussi conséquemment affecter le mur de l'intestin. Donc, créer un lit qui gotte un intestin qui va être plus perméable. La toxicité affecte l'étanchéité de notre mur. Ce que ça va créer, c'est que la toxicité qui devrait être freinée par notre forêt intérieure, par nos arbres, là, par le feuillage, c'est moins efficace, ça se freine moins bien. Donc, la toxicité peut atteindre le flux sanguin, ce qui ne devrait pas se produire. Et là, quand ça atteint le flux sanguin, là, ça provoque des choses, toutes sortes de problèmes. Là. Comme toi, tu souffrais de douleurs articulaires, mais ça, c'est un exemple. Migraine aussi. Migraine, donc la toxicité peut aller autour du crâne, la toxicité peut aller dans le cerveau, causer de la neuroinflammation. Chez nos enfants, c'est souvent ça, là. Oui, justement, chez les enfants, qu'est-ce que ça provoque, neuroinflammation? C'est quoi les symptômes qu'il peut y avoir? Oui, tous les troubles neurodéveloppementaux que l'on connaît peuvent être un conséquent de ça ou être exacerbés par ça.
Être exacerbé aussi, ouais. Nous, on le voit vraiment beaucoup plus. Tu sais, si je recule à mes débuts, il y a 25 ans, tu sais, on avait peut-être un enfant par classe qui bougeait beaucoup, qui pouvait déranger, qui pouvait s'opposer, Ouais. médicamenté. Écoute, je me souviens même pas, peut-être un par classe aussi. Et là, maintenant, la normalité, c'est 5, 6, c'est des fois plus Totalement. enfants par classe qui est médicamenté et qui a de la difficulté à être à l'écoute, qui sont toujours debout en train de bouger. Même des fois, ils se roulent par terre, les enfants, Oui. font des grosses colères, lancent des objets, frappent les autres. Donc, tu sais, puis c'est pas... On est ailleurs, là. Oui, on est complètement ailleurs, là. Mon travail de psychologue, je l'ai vu, là. Oui, En mais plus oui, de ça, j'imagine. pour gagner ma vie, quand j'étais au baccalauréat, j'enseignais en troisième année. J'ai enseigné en troisième année 3 ans. Fait que j'ai quand même oui? eu un contact assez étroit avec le milieu primaire. C'est ça mon travail. Je remplaçais une pré-retraite là, d'un prof. Fait que j'étais à l'école toutes mes années de bac, 3 ans de temps, en troisième. OK, c'est cool. Là, c'est mon niveau, ça, troisième année. Je connais quand même, j'ai vu quand même de assez proche le milieu académique, là, pour quelques Oui, années. ouais. Il y a quelques années. Donc là, tu vois, ça a encore changé là, depuis Oui. Mais ce ça, c'est moment-là. 2005 à 2008, j'enseignais, là. OK, OK. Il n'y avait pas ça, ce qu'on voit maintenant. J'ai même été technicienne en éducation spécialisée. J'ai remplacé un an en 2004, puis il n'y avait pas une problématique aussi élevée qu'on voit aujourd'hui, là. Non, c'est sûr. C'est sûr que non. Donc, et plus ça va, pire c'est. Donc, le but de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens, tu sais, pour peut-être apporter quelques changements, là. Je dis pas que l'alimentation, c'est 100% ce qui fait que les comportements des enfants ont changé aujourd'hui, mais c'est une bonne partie, en tout cas. Moi, je le constate, là. Totalement. Puis je pense que, tu sais, honnêtement, comme moi, j'ai eu 2 enfants, ils sont maintenant plus vieux, jeunes adultes, puis 16 ans, là, tu sais, adolescents. J'ai enseigné au primaire 3 ans, j'ai été technicienne en éducation spécialisée, ensuite je suis devenue psychologue. Tu sais, j'ai vu des centaines de milliers de personnes. J'étais en adopsychiatrie pendant 4 ans. J'ai vu la montée fulgurante, non seulement de la médication, mais aussi des diagnostics et de l'apparition de certains diagnostics qui n'existaient même pas là, dans le DSM-4, dans le DSM-5, des professionnels complètement désarçonnés qui ne savent plus quoi faire, des classes d'aide explosées, du niveau d'autisme qui explose, des classes d'autisme pleines à 30 enfants. On ne voyait pas ça. Oui. Il y a 20 ans. J'ai déjà vu, même moi, dans une classe, le psychiatre n'était pas capable de poser un diagnostic. Donc, il a dit, bon, ça prend une cote pour qu'il y ait de l'aide à l'école, on va mettre qu'il est autiste. Ben oui. Tu sais, parce que ça prenait une cote, mais il n'était même pas capable de dire qu'est-ce qu'il y avait, l'enfant, là. Tu sais, c'est ça. Donc, c'est le quotidien de plus en plus régulier, je dirais, des enseignants du Québec. Oui, c'est vraiment très difficile, là. Puis, tous les enfants ont des besoins particuliers maintenant, ça fait aucun sens. Le système académique n'a pas changé tant que ça depuis 30 ans. Puis, qu'est-ce qui a changé, en fait? C'est ce qu'on mange. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est l'exposition à la toxicité. C'est pas le cadre académique, c'est pas... Bien sûr, les mamans travaillent peut-être un peu plus. On peut accuser certains facteurs de stress. Les familles sont un peu plus stressées, les mères travaillent plus. Bon, mais en réalité... ce qui a vraiment, vraiment changé, c'est la nourriture qu'on se met dans le corps, puis l'exposition à la toxicité. Il y a 40 000 nouveaux produits chimiques sur le marché depuis les 20 dernières années là, qui ont été autorisés. Oui. Mais c'est ça, c'est là que je voulais en venir justement. Tu sais, dans le fond, là, on parle de ce qu'on mange, puis tout ça, on parle de toxicité dans le corps, mais il y a des choses qui provoquent ça justement dans ce qu'on mange. Totalement. Et j'aimerais ça voir si tu peux en nommer quelques-uns, parce que, tu sais, moi, je donnais à mes enfants comme collation à l'école des petits yops, des petits yogourts. Puis là, une fois, j'avais vu une de tes vidéos où tu t'expliquais, tu sais, que dans les petits yogourts, il y a des produits. Puis là, ça m'avait vraiment frappé. Je me oh my God, j'ai donné ça à mes enfants. Là, je me sentais super coupable, mais en même temps, je ne le savais pas à ce moment-là. Tu sais, des yogourts, ça fait partie du guide alimentaire canadien. C'est disponible à l'épicerie. On nous dit que c'est bon pour la santé. Donc, voilà. Mais finalement, il y a des belles surprises là-dedans. Exact. Bien, il y a comme deux problématiques. Il y a les mécanismes de toxicité alimentaire. Il y a des aliments qui sont digérés d'une certaine manière par notre organisme et qui peuvent créer des problèmes chez les enfants. Par exemple, dans le lait qui est pasteurisé, il y a du lactose qui est du sucre et il y a de la caséine qui est une protéine.
À peu près 95% de la population, ces deux substances-là sont très indigestes chez tout le monde. Fait que si un adulte consomme du lactose, c'est du sucre, ça va nourrir une flore pathogénique, puis souvent les gens vont avoir des gaz. Ben là, ils ne se sentent pas bien. Pourquoi ça? C'est qu'on a une élimination de certaines enzymes, qui est la lactase, pour pouvoir digérer ça, mais on a transformé le produit d'origine, qui est du lait cru. On l'a transformé. À chaque fois qu'on transforme un produit, c'est plus difficile pour les humains à digérer. Fait que ça, c'est le concept number one, c'est qu'on est dans un monde où la transformation alimentaire arrive au top de l'échelle. Donc, c'est sûr que ça crée des problèmes. Le corps humain n'est pas adapté à consommer des produits transformés. On va dire, c'est la sécurité, c'est pour ne pas mourir d'une bactérie. Mais la réalité, c'est que c'est quand même transformé. Donc, dès qu'on transforme, c'est plus difficile pour notre organisme. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'industrie alimentaire, eux autres, ils ont à cœur du profit, pas notre santé. Alors, ils vont trouver des façons de couper la qualité des produits en ajoutant des agents liants, des agents de conservation, du sucre. Il faut que le consommateur devienne comme un peu dépendant du produit pour le racheter. Il faut qu'il aime le produit. Donc, il faut que ce soit explosif pour le cerveau, ce produit-là, pour te dire, j'aime ça, j'en rachète. Si ça goûte à rien, là, non, c'est ça. ne fera pas le produit. Fait qu'il y a un trucage alimentaire qui s'est développé au cours des dernières années dans l'industrie pour rendre les gens dépendants. Ils ne vont pas dire « je vous rends dépendant », mais la réalité, c'est que tu es en compétition avec toutes sortes d'entreprises. Il faut que ton produit soit pas trop cher, accessible. Alors, ça crée ce que ça crée. Et l'industrie, ils vont couper là, pour la qualité. Là. Ils vont utiliser des substances comme le maïs transformé, la maltodextrine, des agents de conservation, des gommes de guar, gommes de xanthane, pour épaissir leurs produits et avoir le produit le moins cher possible. C'est ça. Puis après, nous, on les consomme. On consomme ça, fait qu'on expose nos enfants à beaucoup, beaucoup de sucre, de produits, de colorants artificiels, de saveurs, d'arômes qui n'existaient pas quand on était jeune. Non, ça n'existait pas. Fait que si tu regardes la soupe Lipton du temps, qui avait genre bouillon déshydraté, persil déshydraté, oignon déshydraté, carottes déshydratées, nouilles, là. La soupe Lipton d'aujourd'hui, maltodextrine, qu'il n'y a rien que tu peux dire dans la liste des ingrédients, là, c'est du maïs. C'est facile de voir qu'il y a un changement majeur dans les ingrédients utilisés par l'industrie. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée beaucoup quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je me suis mis à lire les ingrédients. Et quand tu lis les ingrédients puis que tu n'en connais pas un seul ou à peu près pas, là, c'est important. Là, tu te dis, my God, pourquoi je mange ça? Je ne sais même pas qu'est-ce que je mange. Tu sais. Et ce qui arrive, c'est que nos cellules dans notre forêt intérieure, d'abord, on n'a pas le background intestinal depuis des milliers d'années pour accueillir ces produits toxiques et transformés-là. C'est comme notre corps, il reçoit ça, puis il n'a aucune idée quoi faire avec ça. Là. C'est pas ça. On n'est pas fait pour manger ça, des produits. Non, c'est ça. Alors, c'est très irritant pour l'estomac, la muqueuse de l'estomac, et c'est très irritant pour le système digestif. Ça crée une réponse du système immunitaire très forte, parce que le système immunitaire, lui, son travail, c'est de dire que c'est ça, cet intrus-là, ça n'a pas d'affaire ici. Oui, c'est ça. Donc, ça met le corps des gens en réponse constante au niveau du système immunitaire. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître? On va voir apparaître des enfants qui développent des intolérances ou des allergies parce que le système immunitaire, il répond correctement. Il dit, moi, je ne connais pas ça. C'est un intrus, c'est un intrus, c'est un intrus. Fait que ça, c'est en partie physiquement. Ce qu'on voit apparaître beaucoup aujourd'hui, c'est des allergies au soya, des allergies au maïs, des allergies aux protéines bovines. Pourquoi? Parce qu'on expose nos enfants fois 1 million à ces substances modifiées-là qui n'existaient même pas. Il y a du soya dans tout, il y a du maïs dans tout. C'est trop pour le corps. C'est ça. Oui. Puis le pire, c'est que les gens ne le savent pas, donc ils pensent bien faire, mais finalement, on ne fait pas la bonne chose, mais sans le savoir. Là. Oui. Puis ensuite, si on expose de manière répétée depuis la naissance là, à notre enfant avec des céréales transformées, puis des laits maternels transformés, puis je l'ai fait moi aussi, là, je culpabilise personne, là, tu le sais pas. Ben, c'est que là, on expose nos enfants à de la toxicité et ça vient, c'est comme mettre une pluie acide constante. Mets une pluie acide sur une forêt une fois, ça va survivre, là, tu manges
tu manges un yop, mais mange-en 3 fois par jour, 5 fois par jour, 5, 7 jours semaine pendant 2 ans. Puis après ça, demandons-nous pas pourquoi la forêt intérieure de nos enfants est affectée puis ça va pas bien neurologiquement. Non, c'est ça. La répétition, puis qui fait que ça vient affecter. C'est très fragile, là. C'est des micro-organismes vivants qui vivent dans votre intestin. Oui, c'est ça. Puis pas juste dans l'intestin, là, il y en a partout, comme tu disais tout à l'heure. Puis le premier en contact avec les aliments, c'est celui de la bouche. C'est ceux de la bouche. C'est ça. Puis ajouter à ça, ben, des pâtes dentifrice pleines de produits chimiques avec des Oh my God. Ajouter à ça des traitements de dentisterie moderne au fluor, par exemple. Ajouter à ça des médicaments, des antibiotiques. Puis mon enfant fait ci, puis ça, puis il est malade. Puis ajouter à ça du... Fait que là, on ajoute des colorants, puis on ajoute... Donc, c'est plus juste comme, OK, j'ai mangé une soupe Lipton transformée. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour, du chlore dans l'eau qu'on consomme, du chlore sur notre peau, de l'air pollué. Ça vient exponentiel. C'est ça. Et on est exposé à de la toxicité, malheureusement, énormément, là. Énormément. Partout, puis c'est ça. Puis on ne sait pas. Puis quand on commence à s'intéresser à ça, des fois, moi, je trouve que c'est un peu épeurant. Oui, c'est un peu fou, il faut faire attention, là, parce que je veux dire, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais il y a quand même énormément de choses que l'on peut contrôler. Ce qu'on fait dans la bouche, on le contrôle. Ce qu'on choisit comme aliment à l'épicerie, on le contrôle. Oui, c'est ce qu'on choisit comme aliment, puis ce qu'on ne peut pas choisir, bien, on peut en choisir pour le faire nous-mêmes. Donc, déjà là, si on évite les choses transformées puis qu'on les cuisine nous-mêmes, il y a une baisse incroyable de la toxicité qu'on peut manger. Là. Totalement. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on se met dans le corps, qu'est-ce qu'on met sur la peau, qu'est-ce qu'on choisit comme fragrance, parfum, vêtements, shampoing. Les shampoings, tous les produits cosmétiques. Ça, on peut tout choisir ça là, avec vigilance. Les professionnels, oui, il y a des traitements qu'on accepte ou non pour notre enfant ou oui, il y a plein de choses qu'on peut choisir, mais surtout ce qu'on cuisine et ce qu'on va comment on va nourrir les enfants, comment on va nourrir le jardin intérieur de nos enfants. Pour moi, c'est la base de parce qu'il y a des parents qui vont me dire ouais, mais c'est pas facile. Ben, c'est-à-dire, c'est toi qui choisis comme parent. C'est toi qui choisis comment tu vas nourrir la forêt intérieure de ton enfant. Si tu donnes à ton enfant des aliments qui nourrissent une flore opportuniste, c'est sûr que ton enfant va te demander de manger ça. Parce que c'est ça que tu nourris. Tu comprends? Ouais. Si tu nourris du sucre, tu nourris des produits laitiers avec du lactose, tu nourris beaucoup de fruits, tu nourris des grains transformés, des pâtes d'ours, tu nourris une flore opportuniste, c'est sûr qu'elle va te demander, c'est des micro-organismes vivants. Oui. Tu nourris ces micro-organismes vivants, avec les autres vont dire j'en veux, j'en veux, j'en veux. Ça va venir affecter le cerveau, les goûts alimentaires, ça va venir affecter les émotions. Fait que il faut prendre conscience qu'on nourrit un jardin. Si tu nourris ton jardin avec du bon fumier, de la bonne eau, du beau soleil, il va y avoir des beaux légumes. Mais si tu comprends, c'est directement corrélé. Comme... Absolument. Absolument. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis je me dis, il y a moyen d'expliquer ça aux enfants aussi. Oui. Tu sais, avec ton exemple de forêt, c'est parfait parce que les enfants sont déjà tous allés dans une forêt. Au pire, si tu n'as jamais fait ça avec tes enfants, tu vas dans la forêt, tu peux lui expliquer, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, que toutes sortes de plantes qui vivent ensemble ici, ils vivent bien, mais s'il y a quelque chose qui marche pas, donc là, ça peut débalancer la forêt. Bien, dans ton intestin, c'est la même chose. Et si tu manges tel produit, bien là, ça va débalancer ta forêt. Tu sais, les enfants... des fois, on pense qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent pas mal plus puis qu'on pense. Et si c'est imagé, ce qu'on leur propose, ben, ils vont comprendre encore plus. Totalement. Mais c'est très bon, cet exemple de la forêt. Là. Puis, il y a beaucoup d'enfants qui jardinent, qui comprennent qu'il faut prendre soin de sa forêt intérieure, qui peuvent complètement avoir une introspection. Puis, tu sais, je vais toujours répéter ça sans culpabiliser le parent, mais c'est le parent qui choisit. Si le parent choisit de donner... Là, je ne dis pas de manger un gâteau d'anniversaire une fois par année ou d'aller accepter que notre enfant chez un ami mange des chips. Je parle au quotidien dans votre maison, dans la boîte à lunch, puis les déjeuners, puis les repas du soir, c'est vous qui contrôlez les parents. Donc, si vous contrôlez 90% de ce que vous offrez, vous êtes en avance de 200%. Absolument. C'est juste d'en prendre conscience. Hein? Exact. Puis quand on nourrit une flore avec du sucre, elle prolifère. Pensez à des champignons, pensez à des mauvaises
des micro-organismes non bénéfiques pour notre santé qui ont un impact sur notre santé mentale, physique, émotionnelle. Et si on ne veut pas nourrir ça, il ne faut pas donner ces aliments-là. C'est ça. Et Geneviève, si, par exemple, là, les gens qui nous écoutent décident qu'ils veulent faire le move, là, pour aller faire une transition vers une alimentation plus naturelle, quel conseil tu peux leur donner pour commencer ça? Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, donc pour mettre le pied, là. On peut tout faire en même temps. Tout faire en même temps. Moi, j'ai essayé, j'ai trouvé ça difficile parce que je trouvais ça, oh mon Dieu, c'est trop. Donc, après, je me suis repris et je me suis dit, OK, je vais y aller une étape à la fois pour bien assimiler les changements que je fais, là. Oui, mais il y a plusieurs façons. En fait, j'ai créé plusieurs formations virtuelles, entre autres une qui s'appelle « Prendre soin de l'enfant, guérir la famille ». Elle n'est pas toujours accessible, là, mais elle est accessible au moins 2 fois l'an, là, où est-ce que les gens peuvent passer dans un processus de changement pendant 6 semaines. Pas à pas. J'ai guidé. Fait que ça, c'est une formation virtuelle qui existe. J'offre des accompagnements aussi pour aider les gens qui ont besoin de support, pour savoir quoi faire, pas à pas. Il y a des gens qui aiment une structure. Fait que j'offre toutes sortes d'accompagnements. Vous viendrez voir sur mes pages, là, groupe individuel, virtuel. Mais quoi faire? Il faut comme d'abord s'auto-observer. Parce que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils consomment du sucre des fois 3 fois par jour. Ils ne savent pas où se trouve le sucre. Donc, le sucre se trouve dans les grains. Des grains, c'est du sucre. C'est des sucres complexes, mais c'est juste du sucre. Non seulement, c'est pas juste du sucre blanc puis du dessert, là. Des chips, c'est du sucre, c'est de l'amidon, OK? Des produits laitiers commerciaux, c'est du sucre. Il faut prendre conscience d'abord de qu'est-ce qu'on consomme plusieurs fois par jour qui se trouve à être du sucre, en fait. Et si vous suivez mes capsules et tout ça, c'est facile. J'ai plein de contenus gratuits pour apprendre ça, là. En fait, on choisit qu'est-ce qu'on élimine en premier. Okay. Puis justement, où les gens peuvent aller te trouver? Tu dis, j'ai plein de produits, mais à quel endroit ils vont trouver ça? Mon contenu gratuit, c'est sur Instagram et Facebook, Geneviève La Bonté Chartrand. J'ai aussi un groupe privé Facebook gratuit, Ton gars te parle, où il y a une belle communauté, 5000 membres qui s'entraident. Tout le monde est à un niveau différent. Ils ont lu mes livres de recettes, par exemple. Il y a des gens qui ont fait des coachings, il y a des gens qui commencent dans le gap, il y a des gens qui sont plus avancés, mais c'est une communauté d'échanges et de conseils. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir comment les autres personnes cheminent. Et j'ai aussi une communauté privée payante. Mais bon, ça, c'est le groupe premium où là, je vais beaucoup plus loin dans les conseils avec des défis. C'est pour les gens un petit peu plus avancés, là. Moins de temps. Oui, mais en même temps, sur ce groupe-là, tu as des entrevues avec des personnes, des médecins, des pharmaciens, des éleveurs, qui peuvent apporter du contenu super intéressant. Le contenu est vraiment exclusif là, pour les membres premium. Ça coûte une fortune par mois. C'est vraiment pas dispendieux tant que ça, mais c'est vraiment pour les gens qui veulent aller plus loin dans leurs connaissances. Fait que j'ai mon site web où j'ai plusieurs offres qui sont détaillées. Fait que, je vous invite à fouiner. Je suis un peu plus partout, là. Oui, puis il y a tes livres de recettes aussi sur ton site web que je trouve vraiment intéressant parce que je trouve que c'est bien expliqué, puis en plus, ils ne sont pas chers. Non, c'est ça. C'est très abordable. Autour de 10 Oui, autour de 10 Oui, c'est ça que les gens peuvent avoir du contenu, comprendre pourquoi on cuisine de cette façon-là, comment transformer les aliments dans sa cuisine, comment apprêter. Fait que j'ai toutes sortes d'offres, toutes sortes de personnes où les gens sont rendus à leur niveau. Oui. Parfait, super. Fait que quand je vais diffuser la vidéo, je vais mettre les liens dans le fond pour te rejoindre en dessous dans les commentaires. Fait que ça va être plus facile là, pour les gens qui sont intéressés. Parfait. Et merci beaucoup, Geneviève. C'était super intéressant. Tu vois, même encore, là, même si ça fait plusieurs mois que je te suis et que j'ai lu beaucoup de choses, j'apprends des choses quand même. Oui, on apprend tous les jours. Comme je te dis, je suis toujours en formation, moi aussi. Là, tous les jours, je lis, j'apprends des choses. Je travaille avec d'autres professionnels, je me forme. C'est un domaine en pleine évolution. Il y a de la recherche qui sort à tous les jours, des liens cliniques, tout ça, fait que je me garde à jour. Là. Il faut. Fait que merci encore beaucoup. Puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci pour l'invitation, Geneviève. Ça m'a fait plaisir. C'est à moi que ça a rendu service et à tous les gens qui vont le regarder. Avec plaisir. Bye. Au revoir. Bye.